Imagine un instant que tu te réveilles un matin et que tu réalises que tu as plus de temps qu'avant, plus de temps pour toi, plus de temps pour les gens que tu aimes. Plus de temps pour faire les choses qui comptent vraiment. C'est une image que beaucoup de personnes associent à la retraite, à ce moment de vie qui arrive après sa centaine de 5 ans. Et pourtant, paradoxalement, ce moment que certains attendent avec impatience peut aussi être source d'inquiétude, de questionnement, parfois même d'une forme de vide inattendue. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'accompagner dans une réflexion douce, sincère et j'espère utile sur ce qui rend vraiment heureux après sa centaine de 5 ans. Pas le bonheur qu'on nous vend dans les publicités, pas le bonheur performatif des réseaux sociaux, mais ce bonheur profond, discret, solide, celui qui s'installe dans le quotidien comme une lumière douce le matin. Je suis psychiatre et je travaille depuis de nombreuses années avec des personnes de tous âges et je dois te dire quelque chose d'important dès le départ. Les personnes que j'ai rencontrées qui vivent le mieux après ces centaines de ans ne sont pas nécessairement les plus riches, les plus informes physiquement, ni les plus entourés au sens quantitatif du terme. Ce sont des personnes qui ont appris, souvent avec le temps et parfois avec des épreuves, à orienter leur attention vers ce qui nourrit vraiment leur vie intérieure. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut apprendre. C'est quelque chose que l'on peut cultiver à n'importe quel âge, mais peut-être surtout après 65 ans, quand la vie nous offre enfin l'espace pour le faire. Alors je t'invite aujourd'hui à rester avec moi pendant cette heure, à écouter tranquillement, peut-être en marchant, peut-être assis dans ton fauteuil préféré, peut-être en faisant la vaisselle ou en regardant par la fenêtre, peu importe où tu es. Ce qui compte, c'est que tu sois là avec toi-même et que tu te laisses toucher par ce que nous allons explorer ensemble. Parce que ce dont nous allons parler, ce sont 7 choses qui rendent heureux après 65 ans. 7 choses qui, quand on les regarde de près, révèlent aussi quelque chose de très précieux sur qui tu es, sur ce qui compte pour toi, sur la façon dont tu habites ta vie. Commençons par la première chose. Et c'est peut-être celle qui surprend le plus parce qu'elle semble si simple, si évidente qu'on pourrait passer à côté. Cette première chose, c'est la présence au moment présent. Non pas la méditation au sens strict du terme, non pas une pratique spirituelle codifiée, mais simplement cette capacité à être là, vraiment là, dans ce que l'on vit. Je pense souvent à une femme que j'ai accompagnée il y a quelques années. Elle avait 68 ans, elle venait de perdre son mari et elle se sentait profondément perdue. Un jour, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit « Docteur, j'ai passé tellement d'années à penser à demain que je n'ai pas vécu aujourd'hui. » Et maintenant que demain est incertain, je ne sais plus comment vivre le présent. Cette phrase m'a touché profondément parce qu'elle exprimait quelque chose que beaucoup de personnes ressentent sans pouvoir le formuler. Nous vivons dans une culture qui valorise la projection vers l'avenir, la planification, l'anticipation. Et cette habitude mentale, qui peut être utile dans certains contextes, peut aussi nous voler le moment présent. Après ces 55 ans, quelque chose se passe souvent dans notre rapport au temps. Le temps n'est plus perçu comme infini. Et cette conscience, bien que parfois douloureuse, peut être un cadeau extraordinaire. Parce qu'elle nous invite à nous demander qu'est-ce qui compte vraiment maintenant dans ce moment. Pas dans 10 ans, pas quand les enfants seront grands, pas quand on aura plus d'argent maintenant. Les recherches en psychologie positive et notamment les travaux sur ce que l'on appelle la pleine conscience montrent de façon très cohérente que les personnes qui cultivent une attention au moment présent ont tendance à rapporter des niveaux de bien-être plus élevés indépendamment de leur situation objective. Ce n'est pas une question de circonstances extérieures, c'est une question d'orientation de l'attention. Et après 65 ans, cette orientation devient à la fois plus naturelle et plus nécessaire. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne? Ça peut vouloir dire savourer lentement son café du matin, sans regarder son téléphone, en sentant la chaleur de la tasse dans ses mains. Ça peut vouloir dire s'arrêter quelques secondes devant un arbre en fleurs et vraiment le regarder, pas juste le voir. Ça peut vouloir dire écouter quelqu'un parler sans préparer sa réponse dans sa tête. Ces petits moments d'attention pleine sont comme des graines que l'on plante dans le sol de sa vie. Ils ne donnent pas de fruits immédiatement, mais avec le temps, ils transforment profondément notre rapport à l'existence. Et voilà quelque chose d'intéressant que cette première chose révèle sur toi. Si tu es quelqu'un qui trouve du bonheur dans la présence, au moment présent, ça dit quelque chose de beau sur ta capacité à te connecter à l'essentiel. Ça dit que tu as appris ou que tu es en train d'apprendre à ne pas te laisser emporter par le tourbillon de l'existant. Et c'est une forme de sagesse qui se développe souvent avec l'âge, comme un fruit qui mûrit lentement. Passons maintenant à la deuxième chose qui rend heureux après 65 ans. Et celle-ci est intimement liée à la première, mais elle a sa propre saveur particulière. Il s'agit des liens de qualité, pas la quantité de relations, la qualité.
Il y a une étude qui a duré plus de 80 ans, menée par l'université de Harvard, qui a suivi des centaines de personnes tout au long de leur vie pour comprendre ce qui contribuait à leur bonheur et à leur longévité. Et le résultat le plus frappant, le plus clair, le plus constant de cette étude, c'est celui-ci. Ce qui prédit le mieux le bonheur et la santé à long terme, ce ne sont pas la richesse, ni la célébrité, ni le succès professionnel. C'est la qualité de nos relations, la chaleur de nos liens avec les autres. Ce résultat me touche à chaque fois que j'y pense parce qu'il est à la fois rassurant et exigeant. Rassurant parce qu'il nous dit que le bonheur est accessible à tous, indépendamment de nos ressources matérielles. Exigeant parce qu'il nous demande d'investir dans nos relations, de les soigner, de les nourrir avec attention et sincérité. Après 65 ans, quelque chose se passe souvent dans notre façon d'appréhender les relations. On commence à faire le tri naturellement, instinctivement. On a moins d'énergie pour les relations superficielles, pour les conversations vides, pour les obligations sociales, ce qui ne nourrissent pas vraiment. Et cette sélection naturelle, loin d'être une perte, peut être un gain énorme, parce qu'elle nous permet de concentrer notre énergie relationnelle sur ce qui compte vraiment, les personnes avec lesquelles on se sent vraiment soi-même, les conversations qui ont du sens, les moments partagés qui laissent une trace dans le cœur. Je pense à un homme que j'ai rencontré lors d'une conférence. Il avait 72 ans, il était veuf depuis quelques années et il m'a expliqué qu'après la mort de sa femme, il avait traversé une période de grande solitude. Mais peu à peu, il avait commencé à renouer avec des amis d'enfance, à appeler des personnes qu'il n'avait pas contactées depuis des années. Et il m'a dit quelque chose de magnifique. J'ai découvert que certaines amitiés sont comme des braises. Elles t'ensemble éteintes, mais il suffit de souffler dessus doucement pour qu'elles reprennent vie. Cette image m'a beaucoup touché, parce qu'elle dit quelque chose de vrai sur la nature des liens humains profonds. Ils ne meurent pas vraiment, ils attendent parfois d'être allumés. Si tu es quelqu'un qui trouve du bonheur dans les liens de qualité, ça révèle quelque chose d'important sur toi. Ça dit que tu as compris peut-être après des années de vie sociale intense qu'est-ce qui nourrit vraiment l'âme, ce n'est pas le nombre de personnes que l'on connaît, mais la profondeur de ce que l'on partage avec elles. Et cette compréhension est une forme de maturité émotionnelle rare et précieuse. Si ce contenu t'aide à réfléchir sur ta vie et sur ce qui te rend heureux, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide beaucoup à continuer ce travail et ça permet à d'autres personnes de découvrir ces réflexions. Continuons avec la troisième chose qui rend heureux après 65 ans. Et celle-ci, je la trouve particulièrement belle parce qu'elle est souvent sous-estimée, voire ignorée dans les discours sur le bonheur. Il s'agit du sentiment d'utilité. Le fait de se sentir utile, de contribuer à quelque chose qui dépasse soi-même. Quand on prend sa retraite, quand on quitte le monde du travail, quelque chose peut se produire qui est parfois douloureux et qui n'est pas toujours nommé clairement. On perd un rôle social, on perd une identité professionnelle qui, qu'on le veuille ou non, structurait notre vie et nous donnait le sentiment d'avoir une place dans le monde. Et cette perte peut créer un vide que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ressentir. J'ai rencontré au cours de ma carrière de nombreuses personnes qui, après une retraite très attendue, se sont retrouvées dans un état de mélancolie inattendue. Pas une dépression au sens clinique du terme, mais une forme de tristesse diffuse au sentiment de ne plus compter vraiment, de ne plus être nécessaire. Et quand je leur posais la question de ce qui leur manquait le plus, la réponse revenait souvent sous différentes formes, mais avec le même sens profond, ce qui me manque, c'est de sentir que ce que je fais a de l'importance pour quelqu'un. Ce besoin d'utilité est profondément humain. Il est inscrit dans notre nature sociale. Nous avons besoin de contribuer, de donner, de participer à quelque chose qui nous dépasse. Et après 65 ans, ce besoin ne disparaît pas. Il se transforme, il cherche de nouveaux canaux d'expression. Ces canaux peuvent prendre 1000 formes différentes. Le bénévolat dans une association, l'aide aux petits-enfants ou aux enfants, la transmission d'un savoir-faire à des plus jeunes, la participation à un groupe communautaire, l'écriture de ses mémoires pour laisser une trace, le jardinage partagé, la création artistique que l'on offre aux autres. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est ce sentiment intérieur de dire « je suis là, je contribue, ma présence fait une différence ». Et voilà ce que cette troisième chose révèle sur toi. Si tu es quelqu'un qui trouve du bonheur dans le sentiment d'utilité, ça dit que tu as un cœur généreux, que tu es naturellement orienté vers les autres, que tu trouves du sens dans le don et dans la contribution.
Et c'est une qualité magnifique parce qu'elle crée non seulement du bonheur pour toi, mais aussi pour tous ceux qui t'entourent. Il y a quelque chose que j'aime dire à ce sujet et que je répète souvent, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que l'on crée en grande partie à travers ce que l'on donne aux autres. Et cette vérité devient de plus en plus évidente, de plus en plus accessible après 65 ans. Abordons maintenant la quatrième chose, et celle-ci est peut-être la plus personnelle, la plus intime de toutes. Il s'agit de la réconciliation avec soi-même, avec son histoire, avec ses erreurs, avec ses regrets, avec la personne que l'on est devenu. Le psychologue Erik Erikson, qui a beaucoup réfléchi aux différentes des étapes de la vie humaine, a décrit ce qu'il appelait le dernier grand défi du développement humain. La tension entre ce qu'il appelait l'intégrité et le désespoir. L'intégrité, dans son sens, c'est la capacité à regarder sa vie en arrière et à dire « oui, c'était ma vie ». Avec ses hauts et ses bas, avec ses erreurs et ses réussites, c'était ma vie et elle avait du sens. Le désespoir, à l'inverse, c'est regarder en arrière avec amertume, avec regret, avec le sentiment que l'on aurait dû faire autrement, que l'on a raté quelque chose d'essentiel. Ce que j'observe dans ma pratique clinique, c'est que cette réconciliation avec soi-même est l'un des travaux les plus importants et les plus libérateurs que l'on puisse accomplir après ces 65 ans. Et ce n'est pas un travail facile. Il demande du courage, de l'honnêteté et souvent un certain soutien qui viennent d'un thérapeute, d'un ami de confiance, d'un journal intime ou simplement d'une pratique de réflexion personnelle régulière. Je pense à une femme que j'ai accompagnée pendant plusieurs années. Elle avait cet état quand nous avons commencé à travailler ensemble. Elle portait depuis des décennies un poids énorme, celui d'une décision qu'elle avait prise dans sa jeunesse et qu'elle considérait comme une erreur impardonnable. Sans entrer dans les détails, c'était une décision qui avait affecté ses relations familiales et elle vivait avec ce regret comme avec une pierre sur la poitrine. Au fil de notre travail ensemble, elle a commencé à comprendre quelque chose d'essentiel, que cette décision, prise dans le contexte de qui elle était à ce moment-là, avec les informations et les ressources qu'elle avait alors, été la meilleure décision qu'elle pouvait prendre à ce moment-là. Et que se pardonner, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, c'est accepter que l'on a fait de son mieux avec ce que l'on avait. Le jour où elle a vraiment intégré cette compréhension, quelque chose a changé dans son visage. Il y avait une légèreté nouvelle, une sorte de paix que je ne lui avais jamais vue. Et elle m'a dit « je me sens enfin libre ». Pas libre de tout, pas libre de la tristesse ou du souvenir, mais libre du jugement impitoyable qu'elle portait sur elle-même depuis si longtemps. Si tu es quelqu'un qui travaille à cette réconciliation avec toi-même ou qui en ressent le besoin, sache que c'est l'un des actes les plus courageux et les plus transformateurs que tu puisses accomplir. Et cette quatrième chose révèle sur toi une capacité à la profondeur, à l'introspection, à la recherche d'une vérité intérieure qui est le fondement de toute vraie paix. Prends un moment maintenant si tu le veux, un moment de silence intérieur. Posez-toi cette question douce, sans jugement. Y a-t-il quelque chose dans mon passé avec lequel je n'ai pas encore fait la paix ? Et si oui, est-ce que je suis prêt à commencer ce chemin de réconciliation, pas pour oublier, pas pour effacer, mais pour me libérer ? Si ce contenu résonne avec toi, si ces réflexions t'accompagnent dans ta journée, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes qui cherchent à vivre plus pleinement, plus consciemment, plus joyeusement. Voici maintenant la cinquième chose qui rend heureux après 65 ans. Et celle-ci, je la trouve particulièrement lumineuse. Il s'agit de la connexion à la nature, ce lien profond, souvent sous-estimé entre notre bien-être intérieur et le monde naturel qui nous entoure. Il y a quelque chose de très ancien dans cette connexion, quelque chose qui précède notre culture, notre éducation, nos habitudes modernes. Nous sommes des êtres de nature. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont vécu en contact direct avec les éléments, avec les saisons, avec les cycles naturels. Et même si notre mode de vie contemporain nous a éloignés de tout cela, quelque chose en nous se souvient. Quelque chose en nous répond presque physiquement à la beauté d'un paysage, au son d'un ruisseau, à l'odeur de la terre après la pluie. Les recherches en psychologie environnementale sont très claires à ce sujet. Le contact régulier avec la nature réduit le stress, améliore l'humeur, renforce le système immunitaire et augmente le sentiment de bien-être général. Une simple promenade dans un parc ou une forêt pendant 20 minutes peut avoir des effets mesurables sur notre niveau de cortisol, l'hormone du stress.
Mais au-delà des données scientifiques, il y a quelque chose de plus difficile à mesurer et pourtant tout aussi réel. La nature nous remet à notre place dans le bon sens du terme. Elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous, que les saisons changent, que les arbres poussent, que les oiseaux migrent, indépendamment de nos soucis, de nos angoisses, de nos petites préoccupations quotidiennes. Et cette mise en perspective peut être profondément apaisante. Après ces 55 ans, beaucoup de personnes redécouvrent la nature, parfois parce qu'elles ont enfin le temps de s'y consacrer, parfois parce qu'une épreuve de vie les a amenées à chercher un refuge ou un espace de ressourcement, et souvent cette redécouverte devient une véritable source de joie et de sens. Je pense à un homme que j'ai accompagné qui avait passé toute sa vie dans le monde des affaires, très loin de la nature, très loin de tout ce qui n'était pas performatif et productif. Après sa retraite, presque par hasard, il a commencé à jardiner. D'abord avec hésitation, un peu maladroitement, et puis quelque chose s'est ouvert en lui. Il m'a dit « Je n'aurais jamais cru que planter des tomates pourrait me rendre aussi heureux ». Mais il y a quelque chose dans le fait de mettre les mains dans la terre, de voir pousser ce que l'on a planté, qui me donne un sentiment de paix que je n'avais jamais connu avant. Et je crois que ce qu'il décrivait, c'est cette reconnexion à quelque chose d'essentiel, de fondamental, qui dormait en lui depuis longtemps. Si tu es quelqu'un qui trouve du bonheur dans la connexion à la nature, ça révèle quelque chose de très beau sur toi. Ça dit que tu es sensible à la beauté du monde, que tu as la capacité de t'émerveiller, que tu peux trouver du sens et de la paix dans des choses simples. Et cette sensibilité est un trésor parce qu'elle est disponible partout, en toute saison, à n'importe quel moment de la vie. Passons à la 6e chose. Et celle-ci, je dois l'avouer, est celle qui me touche le plus personnellement. Il s'agit de la créativité. Non pas la créativité au sens artistique élitiste du terme, non pas la créativité réservée aux artistes professionnels ou aux personnes douées. Mais la créativité au sens large, profond, universel, cette capacité à créer quelque chose qui n'existait pas avant, à exprimer quelque chose de soi-même à travers une forme, quelle qu'elle soit. La créativité peut prendre 1000 visages, elle peut être la peinture ou le dessin, elle peut être l'écriture, qu'il s'agisse d'un journal intime, de lettres, de mémoires, de poèmes. Elle peut être la cuisine, quand on crée un plat avec amour et imagination. Elle peut être le jardinage, la couture, la photographie, la musique, la danse, l'artisanat. Elle peut être même la façon dont on arrange les fleurs dans un vase ou dont on décore son espace de vie. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas la qualité objective de ce que l'on produit. C'est le processus, c'est l'acte de créer lui-même. Pourquoi la créativité rend-elle heureux? Parce qu'elle nous met dans un état que le psychologue Csikszentmihalyi a appelé le flow ou l'état de flux. C'est cet état dans lequel on est tellement absorbé par ce que l'on fait que le temps s'arrête, que les soucis disparaissent, que l'on est complètement présent et vivant. Cet état est l'un des états les plus satisfaisants que l'être humain puisse connaître et la créativité est l'un des chemins les plus directs pour y accéder. Mais il y a quelque chose d'autre encore. La créativité nous permet d'exprimer ce qui est inexprimable autrement. Nos émotions les plus profondes, nos expériences les plus intenses, nos questions les plus fondamentales. Quand les mots ne suffisent pas, parfois un dessin, une mélodie, un poème peut dire ce que l'on n'arrive pas à articuler. Et cette expression, même si elle n'est vue ou entendue par personne d'autre que soi, a un effet libérateur et nourrissant sur notre vie intérieure. Après 65 ans, la créativité peut prendre une dimension particulière. Parce que l'on a souvent plus de temps, mais aussi parce que l'on a moins à prouver, on n'est plus dans la compétition, dans la performance, dans le regard des autres. On peut créer pour soi, librement, sans jugement, sans attente de résultats. Et cette liberté est extraordinaire. C'est peut-être la première fois de sa vie que l'on crée vraiment pour le plaisir pur de créer. Je pense à une femme que j'ai rencontrée lors d'un atelier de pleine conscience. Elle avait 74 ans, elle n'avait jamais peint de sa vie et elle avait commencé la peinture aquarelle après sa retraite. Elle m'a montré quelques-unes de ses œuvres, elles étaient simples, imparfaites, absolument sincères, et elle rayonnait d'une joie palpable. Elle m'a dit « Je ne sais pas si c'est beau, mais quand je peins, je me sens vivante comme jamais, et c'est ça l'essentiel, pas la qualité du résultat, la qualité de l'expérience. » Si tu es quelqu'un qui trouve du bonheur dans la créativité, ou si tu sens en toi un appel créatif que tu n'as pas encore écouté, ça révèle quelque chose de magnifique. Tu as quelque chose à exprimer, quelque chose à offrir au monde, même si ce monde se résume à toi-même et à quelques personnes proches.
Et cette expression, quelle qu'en soit la forme, est une contribution unique et irremplaçable. Si tu écoutes cet épisode et qu'il t'apporte quelque chose de précieux, je t'encourage à laisser un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus touché. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Ta présence ici compte vraiment pour moi. Voici maintenant la 7e et dernière chose qui rend heureux après ces 125 ans. Et je l'ai gardée pour la fin, non pas parce qu'elle est la moins importante, mais parce qu'elle est peut-être la plus fondamentale, la plus difficile à saisir et en même temps la plus transformatrice. Il s'agit du sens. Du sentiment que sa vie a un sens, que son existence compte, que l'on fait partie d'une histoire plus grande que soi. Le psychiatre Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration et qui a fondé ce que l'on appelle la logothérapie, la thérapie par le sens, avait une conviction profonde: l'être humain peut supporter presque n'importe quelle souffrance s'il trouve un sens à cette souffrance. Et à l'inverse, l'absence de sens, même dans une vie confortable et sécurisée, peut être une source de profonde détresse. Cette idée de sens prend une importance particulière après sa 55 ans. Parce que c'est souvent à cet âge que l'on commence à se poser des questions que l'on avait peut-être évitées jusque-là. Des questions comme: pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que ma vie a apporté au monde? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Ces questions peuvent sembler angoissantes, mais elles sont en réalité une invitation à une profondeur de vie que peu de personnes ont la chance d'explorer vraiment. Le sens peut être trouvé dans des choses très différentes selon les personnes. Pour certains, il vient de la foi religieuse ou spirituelle, de ce sentiment d'appartenir à quelque chose de transcendant. Pour d'autres, il vient de la famille, de la transmission aux enfants et aux petits-enfants. Pour d'autres encore, il vient d'un engagement social, d'une cause que l'on défend, d'une contribution au bien commun. Et pour certains, il vient simplement de la beauté de l'existence elle-même, de la gratitude pour le fait d'être en vie, de pouvoir voir le soleil s'élever chaque matin. Ce qui est important, c'est de comprendre que le sens n'est pas quelque chose que l'on trouve tout fait quelque part, comme un objet que l'on aurait perdu. Le sens se construit, il se crée, il évolue tout au long de la vie. Et après ces 55 ans, on a souvent l'expérience, la sagesse et l'espace pour construire un sens plus profond, plus authentique, plus personnel que jamais. Je pense à un homme que j'ai accompagné pendant plusieurs années. Il avait 67 ans quand nous avons commencé à travailler ensemble. Il était en bonne santé, financièrement à l'aise, entouré de sa famille. Objectivement, tout allait bien, et pourtant il souffrait d'un vide intérieur qu'il ne savait pas nommer. Au fil de nos conversations, il a réalisé que ce qui lui manquait, c'était précisément ce sentiment de sens. Il avait passé sa vie à construire une carrière, une famille, une sécurité matérielle, mais il n'avait jamais vraiment réfléchi à pourquoi. À quelle histoire plus grande tout cela s'inscrivait? Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois sur ce qu'il appelait sa question du sens. Et peu à peu, il a commencé à trouver des réponses. Pas des réponses définitives, pas des certitudes absolues, mais des orientations, des directions qui lui donnaient le sentiment que sa vie avait une cohérence, une direction, une raison d'être. Et ce changement a transformé sa façon d'aborder chaque journée. Il m'a dit un jour: je me réveille maintenant avec l'impression d'avoir quelque chose à faire dans ce monde. Pas une tâche professionnelle, pas une obligation. Quelque chose de plus profond. Et ça change tout. Si tu es quelqu'un qui cherche ou qui a trouvé un sens à ta vie après ces 105 ans, ça révèle quelque chose d'extraordinaire sur toi. Ça dit que tu refusais de vivre en surface, que tu as le courage de te poser les grandes questions, que tu cherches une vérité qui soit vraiment la tienne, pas celle que la société t'a imposée. Et cette recherche, ce courage est en elle-même une forme de bonheur. Permettons-nous maintenant de reprendre ensemble un peu de recul. Nous avons exploré 7 choses qui rendent heureux après ces 55 ans. La présence au moment présent, les liens de qualité, le sentiment d'utilité, la réconciliation avec soi-même, la connexion à la nature, la créativité et le sens. 7 chemins différents vers le même endroit, une vie qui se sent pleinement vécue et pleinement habitée. Et ce que je voudrais souligner maintenant, c'est quelque chose d'important que ces 7 choses ont en commun. Elles sont toutes intérieures, elles ne dépendent pas principalement de circonstances extérieures, elles ne dépendent pas de l'argent, de la santé parfaite, de la chance ou des autres. Elles dépendent de choix, d'orientation, de pratiques que chacun peut cultiver à son rythme selon ses possibilités. Cela ne veut pas dire que les circonstances extérieures n'ont pas d'importance. Bien sûr que la santé, les ressources matérielles, l'environnement social jouent un rôle dans notre bien-être. Mais ce que la psychologie nous enseigne et ce que l'expérience clinique confirme, c'est que notre bien-être dépend beaucoup plus de notre façon d'interpréter et d'habiter notre vie que des circonstances objectives dans
lesquels nous nous trouvons. Et cette réalité est à la fois humble et libératrice. Je pense aussi à quelque chose que j'ai observé de façon très constante dans ma pratique. Les personnes qui vieillissent le mieux, qui traversent cette période de vie après 65 ans avec le plus de sérénité et de joie, sont souvent des personnes qui ont développé ce que j'appellerais une forme de flexibilité intérieure. Pas la rigidité de ceux qui résistent au changement à tout prix. Pas la passivité de ceux qui subissent ce qui arrive. Mais une souplesse, une capacité à s'adapter, à trouver du bon dans ce qui est, à réinventer sa vie à chaque étape. Cette flexibilité intérieure, elle se cultive. Elle se développe avec la pratique, avec la réflexion, avec le soutien des autres, et elle est accessible à tous, vraiment à tous, indépendamment de leur histoire, de leur personnalité, de leur point de départ. Je voudrais aussi dire quelque chose sur la solitude, parce que c'est un sujet qui revient souvent quand on parle de bonheur après 65 ans. La solitude est l'une des grandes peurs associées à cette période de vie. Et elle est réelle, elle existe. Beaucoup de personnes après 65 ans vivent une solitude douloureuse, que ce soit après la perte d'un conjoint, après l'éloignement des enfants, après la retraite qui rompt les liens professionnels. Mais je voudrais faire une distinction importante entre deux types de solitude. Il y a la solitude subie, celle qui fait mal, celle qui est vécue comme un abandon, une exclusion, un manque. Et il y a la solitude choisie, celle que l'on appelle parfois la solitude créatrice. Le temps que l'on se donne pour être avec soi-même, pour réfléchir, pour se ressourcer, pour créer. Cette deuxième forme de solitude n'est pas une souffrance, c'est une nourriture. Et l'une des choses les plus belles que l'on peut apprendre après ces 55 ans, c'est à transformer la première forme de solitude en la deuxième. Non pas en niant la douleur de la solitude subie, mais en apprenant à habiter ces moments seul d'une façon différente, plus riche, plus nourrissante. En apprenant à être sa propre compagnie. Cela demande du temps, de la pratique, parfois du soutien, mais c'est possible. Et quand on y arrive, même partiellement, quelque chose change profondément dans sa façon d'être au monde. Je voudrais aussi aborder brièvement quelque chose que l'on ne sait pas toujours dire, mais qui est très présent dans la vie après 65 ans. La confrontation à la finitude, à l'idée que la vie a une fin. Que le temps qui reste est compté, même si on ne sait pas combien il en reste. Cette confrontation peut être source d'angoisse et il est tout à fait normal de ressentir cette angoisse. Elle est humaine. Elle est universelle, mais elle peut aussi être, si on l'accueille avec courage et avec curiosité, une invitation à vivre plus pleinement, parce que c'est souvent quand on prend conscience que le temps est limité que l'on commence vraiment à choisir comment on veut le vivre. Le philosophe Martin Heidegger parlait de ce qu'il appelait l'être pour la mort comme d'une condition fondamentale de l'existence humaine. Non pas pour nous plonger dans la morbidité, mais pour nous rappeler que c'est précisément cette conscience de la finitude qui donne à la vie sa valeur, son urgence, sa beauté particulière. Comme une fleur qui est belle en partie parce qu'elle est éphémère. Après 65 ans, cette conscience peut devenir un moteur puissant pour vivre plus authentiquement, pour faire les choses que l'on a toujours voulu faire, pour dire les mots que l'on a gardés trop longtemps pour soi, pour réconcilier ce qui doit l'être, pour aimer plus librement, plus pleinement, sans attendre. Et je voudrais terminer cette partie du développement avec une pensée qui me tient particulièrement à cœur. Le bonheur après 65 ans n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, ce n'est pas une destination. C'est un chemin que l'on marche à chaque jour avec ses hauts et ses bas, ses moments de grâce et ses moments de difficulté. Et ce qui compte, ce n'est pas d'être heureux tout le temps, ce qui est impossible et d'ailleurs pas souhaitable. Ce qui compte, c'est de cultiver jour après jour les conditions intérieures qui permettent au bonheur de germer et de fleurir, même dans un sol parfois aride. Ces conditions intérieures, nous les avons explorées ensemble aujourd'hui, la présence au moment présent, les liens de qualité, le sentiment d'utilité, la réconciliation avec soi-même, la connexion à la nature, la créativité et le sens. Ce sont 7 graines que tu peux planter dans le jardin de ta vie, à n'importe quel moment, à n'importe quelle étape. Et si tu les arroses avec attention, avec patience, avec bienveillance envers toi-même, elles donneront des fruits que tu n'imagines peut-être pas encore. Nous arrivons maintenant vers la fin de notre temps ensemble. Et avant de conclure, je voudrais te proposer quelque chose de simple, une petite pratique que tu peux faire dès aujourd'hui, dès ce soir ou demain matin si tu préfères. Prends quelques minutes dans le calme et pose-toi ces 7 questions une par une, pas pour y répondre de façon exhaustive, pas pour faire un bilan complet de ta vie. Juste pour prendre contact avec ce qui est vrai pour toi en ce moment. Première question, est-ce que je prends le temps d'être vraiment présent dans mes journées ou est-ce que je vis souvent dans ma tête, dans le passé ou dans le futur?
Deuxième question, est-ce que mes relations les plus importantes me nourrissent vraiment ou est-ce que je les néglige parfois? Troisième question, est-ce que je me sens utile? Est-ce que je contribue à quelque chose qui a du sens pour moi? Quatrième question, y a-t-il quelque chose dans mon passé avec lequel je n'ai pas encore fait la paix et suis-je prêt à commencer ce chemin de réconciliation? Cinquième question, est-ce que je prends le temps de me connecter à la nature, de sortir, de respirer, de m'émerveiller du monde naturel qui m'entoure? Sixième question, est-ce que j'ai une pratique créative dans ma vie, quelque chose qui me permet d'exprimer qui je suis et ce que je vis? Et septième question, est-ce que je sens que ma vie a un sens, une direction, une raison d'être qui me dépasse? Ces questions ne sont pas des examens, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Elles sont simplement des invitations à te connaître un peu mieux, à te rapprocher un peu plus de ce qui compte vraiment pour toi. Et c'est déjà en soi un acte de bonheur. Je voudrais aussi te dire quelque chose de personnel. Dans mon propre chemin, en tant que psychiatre, en tant qu'auteur, en tant qu'être humain qui vieillit lui aussi, j'ai appris que le bonheur n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas d'avoir une vie sans douleur, sans perte, sans difficulté, c'est d'avoir une vie dans laquelle on est vraiment présent, vraiment soi-même, vraiment connecté à ce qui compte. Et cette vie-là est accessible à chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, notre histoire, nos cicatrices. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je voudrais partager avec toi en guise de cadeau pour cette fin d'épisode. Elle est du poète Rainer Maria Rilke qui écrivait « La beauté n'est rien d'autre que le commencement du terrible que nous pouvons encore supporter ». Je trouve cette phrase profonde parce qu'elle dit quelque chose de vrai sur la nature du bonheur. Le bonheur véritable n'est pas confortable au sens superficiel du terme. Il nous demande d'ouvrir notre cœur, d'accepter la vulnérabilité, de nous laisser toucher par la beauté et la douleur du monde. Et c'est précisément parce qu'il demande ce courage qu'il est si précieux. Après 65 ans, on a souvent acquis quelque chose d'extraordinaire. La capacité à tenir à la fois la joie et la tristesse, le bonheur et le deuil, la légèreté et la profondeur. Cette capacité, c'est ce que les psychologues appellent parfois la complexité émotionnelle, et c'est l'un des plus beaux fruits de la maturité humaine. Alors pour conclure, je voudrais te laisser avec ceci. Peu importe où tu en es dans ta vie, peu importe si tu as 75 ans ou 75 ans, peu importe si tu te sens au sommet de ta forme ou si tu traverses une période difficile, le bonheur n'est pas derrière toi. Il n'est pas réservé à la jeunesse ni à ceux qui ont eu une vie facile. Il est disponible maintenant, dans ce moment, dans ce souffle, dans cette journée qui commence ou qui se termine. Et les 7 choses dont nous avons parlé aujourd'hui, la présence, les liens, l'utilité, la réconciliation, la nature, la créativité et le sens, sont comme 7 portes qui s'ouvrent sur ce bonheur. Tu n'as pas besoin de les ouvrir toutes en même temps. Tu n'as pas besoin de les ouvrir toutes. Commence par celle qui te semble la plus accessible, la plus naturelle, la plus proche de toi. Et laisse-toi surprendre par ce que tu trouveras derrière. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné jusqu'ici. C'est un privilège de pouvoir partager ces réflexions avec toi, de pouvoir être présent dans ta journée, dans ton chemin. Et j'espère sincèrement que quelque chose dans ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui t'a touché, t'a aidé, t'a donné envie d'aller un peu plus loin dans ta propre connaissance de toi-même et dans ta propre recherche de bonheur. Si cet épisode t'a été utile, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et si tu penses à quelqu'un dans ton entourage, un ami, un proche, un membre de ta famille, qui pourrait bénéficier de ces réflexions, partage cet épisode avec lui. C'est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses lui faire aujourd'hui, parce que partager une réflexion sur le bonheur, c'est déjà un acte de bonheur en soi. Prends soin de toi. Prends soin de ceux que tu aimes. Et rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle occasion de choisir un peu plus consciemment, un peu plus librement la façon dont tu veux habiter ta vie. On se retrouve dans le prochain épisode.